tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es intéressé par le mouvement du deadlift et que tu veux en apprendre un petit peu plus à ce sujet. Donc reste concentré et c'est parti pour une bonne vidéo qui va te décrypter de A à Z ce mouvement. Et pense à t'abonner et à activer la cloche pour avoir les conseils de la masse. Le deadlift ou le soulevé de terre, comme nous le connaissons aujourd'hui, a été popularisé par un seul homme. Mais ce mouvement est pratiqué depuis la nuit des temps sous différentes formes, car ça reste le moyen le plus naturel de lever une charge du sol. Le deadlift n'a pas d'inventeur officiel, mais voici l'homme qui a marqué son histoire au fer rouge. Je te présente Herman Gorner, dit le créateur du deadlift. La vie de ce mec est complètement folle. Herman était un lutteur et un strongman du 19e siècle, notamment connu pour avoir lutté contre des éléphants, et également pour des prouesses exceptionnelles. Herman est né en 1891 à Leipzig, en Allemagne, et mesurait 1,85 m et pesait entre 120 et 130 kg en fonction de sa forme. Cela signifie qu'il est né avant l'ère du dopage, donc toutes ces performances dont je vais te parler derrière, c'est le fruit de travail, de génétique, mais en aucun cas de produits dopants. Il commence à s'entraîner à l'âge de 10 ans avec ses deux frères. Il fonde un club sportif et puis commence à se faire connaître sous le nom de Atlas Trio, en faisant des épreuves de force mais déjà très jeune. Ils se feront plus tard connaître sous le nom de Strongforce Trio. Le gars était encore super jeune mais il était déjà hyper complet. Il nageait, il luttait, il boxait. Et c'est seulement à l'âge de 15 ans qu'il va décider de se spécialiser dans le strongman. Faut comprendre que ce mec, en fait, très vite, il se retrouve à vivre du strongman en se représentant dans des foires, en faisant des concours de strongman. Malheureusement, sa carrière est très vite suspendue par la Première Guerre mondiale, où il va être réquisitionné et où il va être gravement blessé par 200 éclats de shrapnel. C'est un obus qui explose avec plein de billes métalliques et il en recevra plus de 200 dans le corps. Il subira plusieurs opérations mais perdra quand même la vue d'un œil. Malgré tout ça, le mec se remet à l'entraînement très rapidement et sera rapidement considéré comme l'homme le plus fort du monde. Quand on lit la rencontre entre Ernest Hackwood, écrivain pour Sunshine Hills, et Herman Gorner, et le récit qu'il en fait, on comprend tout de suite l'aura, la puissance naturelle qui se dégageait de Herman. Arnold Schwarzenegger a dit « Peu importe à quel point nous sommes devenus civilisés, nous avons toujours admiré le pouvoir de ces hommes forts. » Pour te donner une petite idée de l'étendue de sa force, le mec, il était connu pour taper des deadlifts à une main. Il a notamment tiré une barre à 330 kg, donc avec une seule main. Et il a seulement tapé une barre à deux mains à 360 kg. Il était quasiment aussi fort avec une seule main. Une autre chose pour laquelle il était connu, c'était de lutter contre des éléphants. Ça lui arrivait de lutter contre des éléphants qui pesaient jusqu'à 680 kg, à l'époque où il se représentait en Afrique du Sud. Faut bien comprendre que le gars était complet, hein. Il travaillait pas seulement sa force, mais aussi son explosivité. Ça lui arrivait souvent de travailler des sprints, par exemple, dans ses routines d'entraînement. Il lui est arrivé de faire des 100 mètres avec un kettlebell de 50 kg dans chaque main, et ça en 18 secondes,4. Alors la performance, déjà pour le peu de temps qu'il met à faire le 100 mètres avec tout ce poids-là, mais rien que de tenir la distance avec ce poids-là dans les mains, c'est déjà une réelle performance. Bon, le gars avait aussi une super philosophie et une bonne hygiène de vie. Alors il n'était pas complètement fou, c'est-à-dire qu'il faisait des entraînements, voilà, mais il cherchait pas forcément la perfection. Ça lui arrivait complètement de temps en temps d'aller boire une petite bière après l'entraînement. Et puis c'est pareil, il n'était pas obnubilé par la nourriture, c'est-à-dire qu'il mangeait à sa faim, varié, mais sans se prendre la tête plus que ça. Il a donc réalisé des prouesses physiques plus folles les unes que les autres. Et tu comprends un peu plus pourquoi, par sa notoriété mondiale, il a permis au deadlift de devenir un mouvement aussi populaire. Il résistera également à la Seconde Guerre mondiale, mais le sort s'acharne, il perdra définitivement la vue et sa femme. Il passera également une partie de la guerre dans un camp de concentration. À la fin de la guerre, il sera accueilli comme réfugié, mais il mourra loin de sa famille et de sa patrie à l'âge de 65 ans, en 1956. Je vais te présenter un second bonhomme, Eddie Hall, surnommé The Beast. C'est le premier mec à avoir passé les 500 kg au deadlift. Alors il n'est pas connu que pour ça parce qu'il a été plusieurs fois champion du monde de strongman, mais sa réputation mondiale s'est surtout faite sur cette barre-là. Le strongman moderne, comme on le connaît aujourd'hui, donc avec les monstres qui font plus de 200 kg comme La Montagne, comme Eddie Hall. Faut bien comprendre que ces mecs-là atteignent des performances tout à fait colossales au détriment de leur santé. Ils poussent leur organisme à l'extrême limite en consommant jusqu'à 10 000 calories par jour, en s'entraînant 2 à 3 fois par jour également et bien sûr en s'injectant des produits dopants pour atteindre des physiques complètement monstrueux pour pouvoir soulever des charges de plus en plus lourdes. Donc la performance est admirable, la mentalité de ces mecs est complètement folle, mais retiens bien que c'est une discipline qui nécessite d'énormes sacrifices et leur santé, leur hygiène de vie et leur espérance de vie, quoi qu'il arrive, est impactée par cette discipline. Si cette discipline t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je te conseille de regarder Born Strong. Et du coup, on se retrouve pour le setup parfait, ou du moins comment réussir à se mettre en place pour travailler son deadlift correctement. Dans un premier temps, il va y avoir les disques. C'est un des trucs les plus importants en vérité, puisqu'il faut avoir une hauteur standard de départ. Pour avoir une hauteur standard de départ, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, soit tu es dans une salle de musculation assez classique et tu vas retrouver du coup des diamètres de disques 50 que sur les plaques de 25 et 20 kg, soit tu vas te retrouver dans une salle qui va avoir des plaques de crossfit ou d'haltérophilie, donc des bumpers par exemple. Tu vas retrouver des disques donc de 5, 10, 15, 20, 25 kg,
tout cm50. Donc l'avantage, c'est que tu pourras travailler très léger pour débuter avec la bonne hauteur. Si tu n'as pas la chance d'avoir ces disques-là dans ta salle, eh ben, soit tu es assez fort pour prendre directement des plaques de 20 kg, soit tu n'es pas assez fort et dans ce cas-là, tu te débrouilles, tu fais un setup où tu viens utiliser des petites dalles pour surélever ta hauteur de barre et avoir idéalement une hauteur qui représente une hauteur avec un disque de 50 cm de diamètre. Ensuite, il va y avoir la barre qui va être très importante. Il faut que tu aies une barre avec un grip suffisant pour pas que tu aies les mains qui glissent quand tu vas tirer ta barre, hein, forcément. Donc si tu as des barres qui sont complètement lisses, tu vas très vite être gêné quand tu vas faire tes montées en charge. Pareil, prends toujours les mêmes barres. Si tu as l'habitude de travailler avec une barre de 20 kg assez souple, je te conseille de travailler dessus en continu parce que la souplesse d'une barre, ça fait vraiment la différence sur le deadlift. Ensuite, on va avoir les grips dans son travail de deadlift qui va être assez important. Donc si tu travailles sur des charges assez légères, je pense pas que ton grip soit un problème. Donc tu travailles en double pronation. Donc double pronation, c'est comme ceci. Tu viens gripper ta barre tout à fait classique et puis tu nous réalises un deadlift, hein. Tout simple. Les mains devraient pas glisser sur des charges légères. Sur les charges intermédiaires ou lourdes, ça va être beaucoup plus facile de tenir ta barre en prise inversée. Donc une pronation, une supination, tout simplement parce que tu supprimes le roulement de la barre. Une barre olympique, tu as des roulements dedans, donc elle tourne. C'est fait pour. Le problème, c'est qu'au deadlift, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un grip fort. Donc, déjà, avec cette prise supination-pronation, on vient supprimer le roulement de la barre et du coup, on est plus fort. Ça peut créer une petite tension au niveau du biceps. Tu as déjà vu certaines vidéos où les mecs s'arrachent le bras. Alors, je te rassure, c'est sur des charges extrêmes. Et il y a sûrement un gros problème de volume et puis une raideur déjà préexistante au niveau du biceps qui fait que ce biceps finit par se déchirer. Toujours dans le grip, on va retrouver, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se faire une semi-supination, semi-pronation, les sangles. Donc là, j'ai des sangles de tirage assez classiques, type haltéro, type crossfit, type musculation. Donc tu les mets comme ceci. Tu viens les enrouler, donc la sangle d'abord par l'arrière, tu la récupères par l'avant, tu fais 1 ou 2 tours au choix, puis tu récupères le mou. Donc juste ici, je te les installe très rapidement, 2 tours. Moi, je fais toujours comme ça. Je suis accroché, plus sanglé, donc là, je peux plus lâcher, je me mets en tension. Tirage. Terminé. Il existe également des sangles de 8, donc qui vont faire le même taf, si ce n'est que tu n'as plus à t'embêter à venir récupérer ton mou à rouler autour de la barre. La sangle de 8, elle s'accroche autour de ton poignet, tu fais le tour et tu la récupères de l'autre côté, encore une fois autour de ton poignet. Dans les accessoires pour terminer, on va retrouver le classique, la ceinture de force, ou la ceinture à levier. À quoi elle sert? Elle sert à augmenter la pression abdominale. En fait, ça vient créer un point de compression sur ta sangle. Là, elle est trop large, hein, elle n'est pas assez serrée. Je peux largement passer un doigt dedans. Donc l'idée, ça va être de la mettre autour de ta sangle abdominale, plus ou moins haute en fonction de ce que tu préfères. Et après, ça va être de savoir s'en servir. Alors, comment on s'en sert? On vient faire cette méthode Vasalva dont je t'ai parlé sur le squat. Tu viens inspirer, donc le plus d'air possible. Tu viens créer une respiration en compression, donc en 3D. Donc ta ceinture vient de créer un appui tout autour de ta sangle abdominale. L'idée, c'est de venir respirer dedans, comme si tu voulais pousser donc cette ceinture à l'extérieur. Et puis une fois que tu as créé le maximum de pression au niveau de ta sangle abdominale, c'est là où tu viens bloquer ta respiration et contracter tout ce que tu peux contracter. Donc que ça soit thoracique, donc grand dorsal pour créer de la rigidité, abdominal pour venir verrouiller cette compression. Je verrouille, je viens pousser dans ma ceinture, j'active, je me positionne. Imagine que je suis toujours en apnée. Moi, je le refais position basse, mais là, c'est pas lourd, donc je n'ai pas besoin de l'exagérer. J'ai fini mon mouvement, bien sûr, je me décroche. Ensuite, essayez de travailler sur un sol le plus droit possible, le plus stable possible et le plus rigide possible. Parce qu'un sol qui est mou, il va t'emmagasiner de l'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est décoller un poids, c'est pas s'enfoncer dans le sol. Donc ça, tu fais attention aussi. Il y a encore une chose, ça va être tes chaussures, très important. Donc là, je travaille avec des chaussures un petit peu compensées, mais très stables. Elles ont un large appui, donc j'ai pas les pieds qui sont écrasés à l'intérieur. Ça me permet d'avoir un écartement au niveau de mes orteils qui est plutôt correct. Même si je te conseille toujours de faire du deadlift ou avec des chaussures très fines ou pieds nus ou en chaussettes bien sûr. Parce que là, j'avais des petites talonnettes. Ça fait peut-être 1 cm, tu vois, de talon. J'ai 1 cm de plus à aller chercher en amplitude. Là, j'ai les pieds directement au sol, donc je peux vraiment avoir un grip plantaire qui est intéressant, un appui dans le sol que je vais mieux ressentir et surtout une amplitude plus courte. Je verrouille. Et j'ai fini mon mouvement. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est la magnésie. Moi, je te conseille de t'en servir souvent parce que les mains vont très vite suer dès qu'il y aura une petite pression mentale au niveau des barres. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça te permettra de supprimer complètement l'humidité dans tes mains. Donc, tu auras un meilleur grip également. Donc, avant d'en arriver aux sangles, je te conseille d'utiliser de la magnésie. Il y a un dernier truc qu'on fait très rarement et qui est très important, mais qui est plutôt utilisé chez les sportifs de haut niveau. C'est la visualisation mentale. Donc, avant un effort, même si c'est une barre qui est légère, c'est toujours super intéressant de visualiser
visualiser, si tu veux, mentalement ton mouvement. Donc avant ton effort, tu te concentres peut-être 1 minute avant, tu fermes les yeux et tu essaies d'imaginer toutes les positions, toutes les trajectoires, tout ce que tu vas devoir recruter pour venir travailler ce mouvement-là. Ça, c'est un truc super important que tu peux faire et qui peut réellement améliorer les schémas moteurs ou les connexions que tu dois faire au niveau nerveuse. C'est tout pour le setup parfait. Il y a une chose peut-être que tu peux faire en plus. Ça peut paraître tout bête, c'est un poids de 1,25, alors tu peux aussi le faire avec un poids de 2,5. Mais c'est pour charger tes barres, plutôt de te péter le dos. Et bah, ce que tu peux faire, c'est tu places le petit poids de 1,25, tu viens mettre ta barre dessus. Et derrière, pour faire glisser des plaques de 20, des plaques de 10, on s'en fout. Bah, c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, tu viens pas frotter sur le sol, tu es légèrement au-dessus. Ça, c'est un truc tout bête, hein, c'est une petite astuce. Ça t'évite en fait de venir te fatiguer à porter ta barre à chaque fois pour y mettre des plaques dedans. Alors pour te décrire le deadlift, je vais te le présenter en 3 phases. On attaque avec la phase concentrique. Donc c'est la première phase que tu vas retrouver sur ton deadlift traditionnel. Ta barre est au sol, tu dois l'amener au niveau de tes hanches. Comment ça se passe? C'est un mouvement d'extension de hanche principalement. Tu mets en position juste ici, les pieds à largeur de hanche. Tu vas chercher ta barre, donc encore une fois les tibias le plus perpendiculaire au sol, les bras également, le plus vertical possible pour avoir le moins de trajet pour aller à ta barre. Tu mets en position, donc là tu remarques que j'ai une grosse flexion au niveau de ma hanche. Mes ischios, mes fessiers sont étirés. Je suis en position de départ. Je viens verrouiller ma position et là, donc je viens de contracter mes ischios et mes fessiers donc pour me redresser, faire mon extension de la hanche. Je suis ici, hop, contraction, je suis en verrouillage et je redescends vers le sol. Ma barre a suivi la trajectoire la plus verticale possible en fonction de ma morpho, mais l'idée c'est toujours, peu importe ta morphologie, d'essayer d'avoir le moins de sorties de l'axe vertical. Plus tu pars en avant, plus tu vas créer du levier pour ta colonne. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette trajectoire de barre. Il faut qu'elle soit verticale, à la descente ou à la montée bien sûr. Si jamais j'avais un deadlift en fonction de ma morpho ou peut-être en fonction d'une barre, par exemple une barre hexagonale où je pourrais avoir une flexion de genou beaucoup plus importante, j'aurais une intervention forcément au niveau de mes quadriceps qui serait beaucoup plus importante. Là, tu as bien vu, mon deadlift est dominant flexion de hanche parce que je suis foutu comme ça et que pour pouvoir faire passer ma barre, verticalement, je suis obligé d'effacer mes genoux. Si j'avance trop mes genoux, je me retrouve coincé, je peux pas faire mon extension facilement. Donc du coup, dominant flexion de hanche pour avoir une trajectoire la plus verticale possible. Ça, c'était pour la phase concentrique. Pour la phase excentrique, très souvent, si tu fais du deadlift en force athlétique ou en performance, tu vas réaliser que la phase concentrique. C'est comme ça, c'est très souvent le cas. Moi, quoi qu'il arrive, je te conseille de la faire parce que sur les excentriques, c'est là où tu génères du dégât au niveau musculaire. C'est là où tu crées du stress principalement et c'est là où tu vas te permettre de te renforcer au niveau de tes myofibrilles, donc au niveau de tes muscles. Tu as fait ta phase concentrique, je te la speed, hop, t'es en haut et ensuite je viens réaliser le mouvement opposé, c'est-à-dire je viens chercher ma flexion de hanche en conservant mes tibias le plus perpendiculaire au sol. Je longe mes cuisses, ce centre de gravité à l'arrière pour venir chercher mon recrutement en chaîne postérieure, mon étirement en ischio, en fessier. Je pose ma barre, j'ai fini mon excentrique. La dernière chose que je voulais te présenter, et c'est souvent un des trucs qui est le moins bien bossé sur ce mouvement-là, c'est la mise en tension de la barre. Donc c'est la mise en tension, l'arrêt ou le décollage de la barre au début. Donc tu n'as pas de mouvement, mais tu as déjà un réel travail musculaire à mettre en place. L'idée de cette partie-là, c'est elle qui va te mettre suffisamment en pression ou en tension pour éviter de te déformer lors de la phase concentrique. Et comment tu fais ça? C'est déjà un travail de respiration, de placement et de recrutement. Donc c'est-à-dire que je viens déjà, encore une fois j'insiste, bien placer mes tibias, ni trop près ni trop loin de ma barre pour avoir mes genoux qui vont s'effacer facilement lors de la montée de la barre, mes bras le plus perpendiculaire possible au sol, donc mes épaules bien au-dessus de la barre, le plus possible, encore une fois en fonction de ma longueur de buste. Et en fait, une fois que tu es dans cette position donc, qui est la bonne pour toi, tu vas venir essayer de fermer tes aisselles pour venir déjà activer ton grand dorsal, comme si tu voulais essayer de me tourner un peu, me tordre un peu cette barre. Donc j'active grand dorsal pour créer de la rigidité en haut. Je viens prendre une inspiration, je crée de la rigidité au niveau de ma sangle, au niveau de mon thorax. Je verrouille, donc je ferme mes aisselles. Je viens activer mes fessiers comme si je voulais gripper mon sol, venir créer cette ouverture légère au niveau des pieds en venant gripper avec mes orteils. Je suis en position, je sens que ma barre décolle déjà presque légèrement. J'ai déjà commencé à essayer d'activer mes fessiers, mes ischio-jambiers et ma poussée dans le sol avec mes quadris. Juste ça. Et là, je peux te dire que juste ce petit travail-là, j'ai déjà mes ischios et mes fessiers qui sont bien préactivés. C'est la position où ils sont la plus faible, la plus étirée. Donc, il faut bien chercher à trouver son point de départ, très important. Et en fait, tu vas la trouver en travaillant cette position basse. Je deviens rigide, je crée mon appui dans le sol, je suis fort, je ferme mes aisselles, j'active mon grand dorsal pour créer ma rigidité. Je viens trouver mon grip. Tu sens, même s'il y a lourd, que déjà ta barre commence à prendre cette petite attaque, elle vient se plier légèrement et ça te met dans une bonne condition pour pouvoir tirer sans te déformer. Maintenant que tu sais faire du deadlift, que tu as compris les 2 phases, donc concentrique, excentrique et la phase de mise en tension au démarrage, je vais te présenter les 3 types de deadlift. Donc dans un premier temps, je te présente le vrai deadlift, blague à part, dédicace à Sebum. Why do people consider sumo deadlift cheating? And do you?
Well, they consider it cheating because it is cheating. C'est le deadlift traditionnel, donc en fait pied, largeur de hanche, c'est celui qui va te demander le plus d'amplitude, puisque tu as les pieds le plus serrés, donc tu es le plus loin de ta barre. Je te montre un petit peu, mais si je suis en sumo, tu as vu, je descends quasiment de 20 cm, j'ai écarté mes pieds à l'extérieur, j'ai réduit l'amplitude de mouvement, ok? Donc le tradi, pourquoi on dit que c'est le vrai? Parce que c'est potentiellement le plus dur, puisque c'est celui qui a le plus d'amplitude de mouvement. Donc, pied, largeur de hanche, encore une fois, je me répète toujours, mais l'idée c'est d'avoir les tibias le plus perpendiculaires au sol, pour faciliter l'effacement de la barre, et ensuite donc un redressement, tirage, et je reviens au sol. Ensuite, tu vas retrouver donc le semi-sumo. La différence, on va avoir un écartement de pied un peu plus large que largeur d'épaule, une ouverture de hanche prononcée, donc une grande ouverture de hanche. Et cette fois-ci, les mains vont être à l'intérieur des jambes et plus à l'extérieur des jambes. Je suis ici, j'attrape ma barre. Toujours pareil, mise en tension. Tu vois, là déjà, j'ai du mal à avoir le tibia vertical. Pour moi, cette position est plus difficile déjà. Je sais que je vais avoir plus de mal à passer le genou. Mise en tension, tu essaies de t'asseoir sur ton sumo toujours. Hein. Décollage. Et je redescends vers le sol. Et ensuite, tu vas retrouver le sumo. Donc cette fois-ci, tu viens prendre le plus large possible. Et donc là, par contre, ça demande une grande mobilité, une grande ouverture de hanche, hein, que je n'ai pas forcément. Donc pour moi, cette variation-là va être plus difficile parce que je vais avoir du mal à activer mes muscles qui vont me permettre de soulever cette barre dans cette position. Donc en fait, il n'y a pas de vrai ou de faux deadlift. Il y a le deadlift sur lequel tu vas pouvoir le plus performer. Et ça dépend beaucoup de caractéristiques anatomiques. Si tu as un col du fémur qui permet une grande mobilité au niveau des hanches et que tu es plutôt avantagé sur cette position-là, que tu arrives à bien recruter tes muscles extenseurs dans ces ouvertures-là, forcément, fais du sumo. Si tu veux performer, encore une fois. C'est autorisé en compétition, je vois pas pourquoi on s'emmerderait la vie. Donc fixation, tu essaies de t'asseoir le plus possible, tu pousses ton sol, tu finis ton mouvement et tu la ramènes gentiment. Tu connais les 3 deadlifts, à toi de choisir celui qui te convient le mieux. Il y a une dernière chose dont je voulais te parler sur la démonstration technique du deadlift, en restant dans du tradi, mais prends en considération que c'est valable pour le semi-sumo et le sumo. C'est le dos rond ou pas dos rond, telle est la question. Écoute, moi je te conseille, si tu n'as pas de visée de performance, que tu veux chercher à recruter au maximum ta chaîne postérieure en conservant ce fameux deadlift. Déjà, je te conseille de faire la phase concentrique et la phase excentrique. Deuxièmement, je te conseille d'avoir le plus d'amplitude possible en fonction de tes capacités, de tes mobilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne devrais pas chercher à réduire tes amplitudes parce qu'on s'en fout de tirer les charges les plus lourdes possibles. Ce qu'on veut, c'est recruter au maximum notre chaîne postérieure. Si tu es capable d'avoir une amplitude maximum, donc sans avoir besoin de venir arrondir pour compenser ton départ au niveau de ta colonne, ne le fais pas. Reste au maximum dans un travail de chaîne post et réduis pas l'amplitude de mouvement. Genou presque tendu, maximum de flexion de la hanche, le dos le plus droit possible. Et je viens tirer, et là je peux dire que mes ischios et mes fessiers, ils prennent le travail. Hein. Donc je te présente le travail. Tu as compris le principe. Maintenant, tu es dans un objectif de performance. La consigne va être différente parce que là, ce qu'on veut, c'est tirer le plus lourd possible et forcément, il va falloir que tu prennes l'habitude d'avoir des flexions sur ta colonne. Pas de partout, notamment au niveau thoracique. Là, la colonne a l'habitude, ou du moins a plus de facilité à supporter des pressions. Au niveau lombaire, donc juste au-dessus du sacrum, hein, c'est fréquent de retrouver des hernies à ce niveau-là. On va avoir tendance à avoir cette zone qui est assez fragile en général. Hein. Au niveau thoracique, il semblerait que ça résiste mieux. Donc au niveau thoracique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un léger arrondi au niveau du haut du dos. Comme si tu voulais chercher à te grandir au niveau des aisselles, pousser les bras vers le bas. Et en fait, ça fait quoi? Tu vas remarquer tout de suite. J'attrape pas ma barre, j'attrape ma barre. J'ai pas bougé mes hanches, mais en fait, je réduis peut-être... Là, j'ai les épaules neutres et là, je ramène quasiment mes mains au niveau de mes chevilles. Hein. Donc, en fait, ça me permet vraiment d'avoir une amplitude en moins, un trajet de barre plus court. Et donc, forcément, une fois que je suis rigide, d'avoir une amplitude plus courte, donc d'être plus performant. Donc je me répète, dos rond, pas dos rond, ça dépend de tes objectifs. Si tu cherches à performer, pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, si tu veux travailler dos rond, fais-le progressivement, bien entendu, sur des charges évolutives sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pour te renforcer au maximum et créer cette habitude. Sur certaines zones, t'amuses pas à avoir un dos rond, comme tu peux le voir sur certains deadlifts que je te présenterai, mais où les mecs qui viennent tirer ici, tu vois jambes quasiment tendues. Et en fait, les mecs te font un mouvement de flexion-extension de colonne et pas du tout un mouvement de flexion-extension de hanche. Voilà pour la question dos rond, pas dos rond, c'est oui, c'est non, ça dépend. Toujours pareil du contexte. On se retrouve pour les variations de deadlift qui vont te permettre d'améliorer les parties de ton mouvement où tu es moins efficace.
Les deux premières variations ont pour but d'augmenter ton temps sous tension, d'une part pour te rendre plus rigide plus longtemps, et d'autre part, avec ce pose deadlift, d'améliorer ton gainage et ton recrutement à des positions spécifiques de faiblesse et d'activation. Tu peux trouver ces positions, ou stick point en anglais, en observant à quel moment ta barre ralentit sur ta face concentrique. Une fois trouvé, tu mets en place la pose à cet endroit précis où tu es incapable d'accélérer ta barre, et tu viens répéter les passages en essayant au fur et à mesure des semaines de rajouter l'intention de vitesse, une fois la pause de 1, 2, 3, 10 secondes effectuée. Le deadlift avec excentrique ne fait pas partie du mouvement de compétition, mais il permet en revanche de mettre en place, en parallèle du mouvement de base, la notion d'hypertrophie, car c'est en excentrique que les fibres musculaires prennent le plus de contraintes et engendrent le plus de croissance musculaire. Si tu es limité par le temps et que tu ne peux pas travailler ta chaîne postérieure à visée hypertrophique dans la deuxième partie de ta séance, je te conseille de travailler ton deadlift avec les excentriques. N'oublie pas que plus de muscles engendre plus de force. Le deadlift surélevé est une de mes variations préférées. Elle m'a permis de passer des caps sans aucun doute. Cette variation a pour but de rendre la phase de départ plus difficile car elle t'oblige à augmenter ta flexion de hanche et augmente l'amplitude de mouvement. Quand tu es capable de tirer dans des degrés de flexion plus importants et sur une distance plus longue, te retrouver dans une amplitude normale te paraît étonnamment facile. Tu peux surélever ton départ avec des plaques et faire augmenter cette hauteur progressivement en conservant un travail dominant à la hanche. Ne transforme pas ton deadlift en Jefferson Curl. Le deadlift avec bande élastique ou avec chaîne va permettre dans la configuration que tu vois à l'écran de rendre le mouvement plus difficile au fur et à mesure que la barre s'éloigne du sol. En gros, le mouvement devient difficile une fois que la barre a passé les genoux, quand l'élastique commence à se tendre sérieusement. Il est intéressant pour les personnes qui ont du mal à finir leur extension en haut du mouvement et permet également de prendre l'habitude de subir une forte pression dans des positions présentant moins de risques que sur des positions basses. Pour finir, l'élastique permet d'amener une notion de vitesse qui peut être intéressante à travailler sur des mouvements de force. Le deadlift kettlebell est une variation intéressante pour de l'éducatif. Elle facilite le placement et permet un positionnement plus naturel au même titre qu'une barre hexagonale. Comme tu peux le constater, l'avancée du genou est libre et cela permet donc d'avoir un deadlift avec un buste plus droit. Cela peut par exemple permettre aux personnes souffrant de maux de dos de limiter la trop grande implication des muscles profonds de la colonne jusqu'à avoir renforcé cette zone faible et pouvoir travailler des variations plus sollicitantes pour ces muscles. Tu peux effectuer cette variation en position sumo également. Le deadlift à une jambe est une super variation pour corriger les problèmes de stabilité de la cheville, de la hanche et du tronc. En effet, il va permettre de grandement solliciter les muscles stabilisateurs de la cheville, de la hanche et du tronc tout en isolant le travail jambe par jambe. Il est donc également très intéressant si tu as un déséquilibre musculaire gauche-droite. Pour finir, je te présente le rack pull. Cette variation consiste à ne réaliser qu'une partie du mouvement et permet donc de charger très lourd du fait de l'amplitude minimum qu'elle impose. Cette variation peut avoir trois intérêts. D'une part, elle peut te permettre de renforcer la fin du mouvement si tu as du mal à finir tes extensions pour valider tes répétitions format compétition. D'autre part, d'habituer ton système nerveux, tendineux, musculaire et articulaire à supporter de très grosses charges. Pour finir, à grandement stresser tes trapèzes qui réagissent très bien aux excentriques lourds et renforcer ta préhension. Maintenant que tu sais réaliser le deadlift, je vais te présenter les pathologies qui devraient t'inciter à ne pas trop travailler ce mouvement-là, voire complètement à le supprimer de tes entraînements. Le deadlift, au même titre que le squat, est un exercice polyarticulaire qui vient mobiliser l'ensemble de tes articulations. Qu'elles soient mobiles ou immobiles, elles prennent toutes des contraintes de pression. Si tu présentes une des pathologies suivantes, je te déconseille de faire du deadlift un de tes exercices de performance ou un de tes exercices que tu vas travailler en lourd. L'hernie discale, la sciatique, la cruralgie, arthrose de hanche, prothèse de hanche, ménisque fissuré, déchiré, scoliose importante, arthrose vertébrale, différence de taille importante entre ta jambe droite et ta jambe gauche, sauf si tu as le feu vert de ton kiné ou de ton podologue, tendinite chronique au niveau de la hanche, de l'épaule ou du genou, golf elbow, tennis elbow, hernie abdominale de la ligne blanche, hernie abdominale inguinale, œdème vertébral, problème de tension artérielle et cardiaque. Pour les pathologies d'inflammation, au même titre que le squat ou que n'importe quel mouvement, une fois que ta crise est passée, si tu as le feu vert de ton kiné, que le mouvement n'est pas la cause de ton inflammation, tu peux reprendre le deadlift. Pour les hernies discales, si elles sont opérées ou résorbées et que tu as le feu vert de ton kiné, tu peux reprendre le mouvement du deadlift. Par contre, il faut bien que tu comprennes que ce soit le squat ou le deadlift, tu subis des pressions sur ces mouvements. Donc si ton kiné ou ton chirurgien t'explique que effectivement, ça peut être un de tes facteurs principaux pour déclencher ce type d'hernie, tu ne devrais pas recommencer à faire un mouvement très très lourd. Une hernie discale est multifactorielle. C'est jamais réellement ce qui fait qu'elle va péter à un moment donné, mais on sait que c'est souvent à cause des pressions en flexion qu'elles vont arriver. Si tu présentes déjà une colonne plutôt fragile, donc avec déjà une ou plusieurs hernies, je te déconseille de faire du deadlift trop lourd parce que quoi qu'il arrive, trop de pression sur une colonne qui a tendance à faire des hernies, ça aura tendance à ramener la récurrence de ta blessure. Si tu présentes une hernie abdominale non opérée, je te déconseille quoi qu'il en soit tout ce qui va faire augmenter ta pression abdominale parce que l'hernie abdominale, elle ne peut pas se résorber d'elle-même. Donc si elle n'est pas opérée, ce que tu vas faire en faisant du deadlift ou n'importe quel mouvement qui fait augmenter ta pression abdominale, c'est l'aggraver. Donc encore une fois, tu te fais conseiller, tu vas très progressivement dans la pratique de ces mouvements-là, mais honnêtement, je pense qu'il y a des exercices
qui pourront te permettre de renforcer ces zones-là sans pour autant créer trop de pression et accroître le risque de blessure. Qu'on soit bien d'accord, le deadlift, c'est un des champions en termes de pression. Quoi que tu fasses, dès que tu vas le travailler lourd, ce mouvement va faire considérablement augmenter ta pression et donc après, c'est à toi d'adapter ta pratique en fonction de ton terrain. Si tu as un terrain à risque par rapport à ces blessures, eh ben, je te déconseille de venir travailler sous forme de performance. Parlons un petit peu de tes objectifs. Si tu veux performer dans l'haltérophilie, le crossfit, le powerlifting ou le strongman, tu vas être obligé de pratiquer le soulevé de terre parce que c'est un mouvement obligatoire de ces disciplines. Je te conseille également de pratiquer le deadlift ou une de ses variantes si tu veux améliorer une de tes qualités physiques en lien avec une discipline athlétique. Donc pour le rugby, par exemple, le football américain, du lancer, du sprint, etc. Si tu ne rentres pas dans les objectifs que je t'ai cités ci-dessus et que ton seul objectif c'est de prendre du muscle et de t'hypertrophier au maximum, je dirais que le soulevé de terre c'est pas le meilleur exercice pour plusieurs raisons. Il est très technique, il faut des années avant d'avoir su adapter la technique à sa morphologie. Il présente beaucoup de facteurs limitants qui empêchent d'atteindre une intensité de série proche de l'échec musculaire. Contrainte de gainage, contrainte d'équilibre, contrainte de pression. Passer un certain pourcentage de charge, la technique se dégrade forcément. Et des mouvements involontaires de flexion de colonne sont obligatoires. Elles peuvent être cependant maîtrisées avec de l'entraînement, mais entraînent tout de même des risques. Pour terminer, il présente un risque de blessure accru avec la fatigue. Eh dis donc, Jamy, est-ce que je suis fait pour le deadlift ? Je vais maintenant te présenter les différentes morphologies désavantagées pour ce mouvement. Attention à la morpho-anatomie. Elle peut te donner de très bons indices, mais ça ne doit pas être ton seul argument pour ne pas réaliser un mouvement. Elle te permet néanmoins de bien prendre en considération tes bras de levier et par extension, ton risque de blessure. Mais du coup, est-ce que je suis fait pour le deadlift ou non? Le truc le plus important au deadlift, c'est la longueur de tes bras. Plus tes bras seront longs, moins tu auras à te baisser pour attraper ta barre. Alors je te présente ce gars-là, il s'appelle Lamar Gant. Il a passé un deadlift à 310 kg, 60 kg de poids de corps, 1,57 m. Comme tu peux le constater sur la photo, le mec il avait les bras si longs que debout il pouvait quasiment atteindre ses genoux. Bras tendus. Il avait une amplitude au deadlift qui était absolument ridicule et ça lui a permis notamment de tirer cette barre complètement folle par rapport à son poids de corps. Mais du coup, ça te fait comprendre que les leviers ont une énorme importance sur les charges que tu vas être capable de lever. En plus de ça, il avait une position en deadlift qui était un petit peu folle pour l'époque. Il tirait complètement rond. Je te montrerai une vidéo, tu regarderas. Mais il réduit encore plus ses leviers en fléchissant au maximum sa colonne pour avoir un levier le plus court possible. Donc il s'avantageait au maximum, ce qui lui permettait d'avoir des performances complètement folles. On va aussi un petit peu parler des ratios tibia-fémur. Donc c'est la même chose que sur le squat. En gros, pour faire court, un tibia plus long qu'un fémur, ça va te permettre de fléchir un peu moins ton buste et un peu plus tes genoux. Un fémur plus long par rapport à un tibia, ça va être l'inverse. Ça va t'obliger à te pencher plus en avant et donc avoir un deadlift plus dominant à la hanche. Le problème principal avec le deadlift, c'est qu'en vérité, que tu aies un tibia long, tibia court, fémur long, fémur court, on s'en fout un petit peu. Malheureusement dominant, ça va être la longueur de ton buste parce que plus ton buste sera long avec des bras longs, plus tu seras avantagé puisque ton deadlift, tu pourras le travailler avec un buste un petit peu plus droit. Donc ça t'évitera d'avoir ces hanches très hautes. En fait, ce qui va être super avantageux pour le deadlift, ça va être tibia, fémur court, buste long, bras long. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir un genou qui va s'effacer facilement pour le deadlift, pour que la barre passe, tout en ayant un buste très droit. Si tes bras en plus de ça sont longs, du coup ça t'évite de pencher ce fameux buste en avant, donc tu vas pouvoir faire un dead super droit, avoir des facilités pour supprimer ton genou du passage, et du coup ta trajectoire linéaire est facile à avoir, et tu mets pas trop de contraintes au niveau de ta colonne. La morphologie réellement désavantagée, ça va être le T-Rex. Le T-Rex, c'est quoi? C'est des segments de jambes plutôt longs, fémur long, tibia long, ou du moins fémur long, tibia moyen ou court. On va retrouver aussi un buste moyen ou un buste court et des bras très courts. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu vas devoir énormément te pencher pour attraper ta barre et avoir des amplitudes en flexion de hanche, donc des grandes amplitudes de mouvement. Et ça implique quoi? Ça implique que tu as un buste, encore une fois, extrêmement penché en avant et donc une répartition, une contrainte de pression au niveau de la colonne qui est plus importante qu'une personne qui aurait un deadlift avec un buste plus vertical, parce que la répartition de la charge aurait moins d'incidence. Si tu rentres dans la morphologie du T-Rex ou que tu t'en rapproches, je te déconseille de viser la performance absolue au deadlift. Simplement parce que du coup, tu vas avoir des contraintes de pression au niveau de ta colonne qui vont être importantes. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire le mouvement, mais par contre, il faudra que tu mettes un travail en amont de renforcement, de prévention de la blessure, donc avec des gros exercices de gainage, des gros exercices de renfort au niveau de la colonne, au niveau des fessiers. Et il faudra surtout que tu progresses à ton rythme très progressivement. Parce que tu pourras toujours me sortir l'exemple d'un athlète qui a cette morphologie du T-Rex et pourtant qui a réussi à battre des records ou à performer. C'est possible en optimisant son mouvement, en s'entraînant sur des années, sur des milliers d'heures de barres, de deadlift. En règle générale, ça reste l'exception. Peu importe tes avantages ou tes inconvénients, le soulevé de terre va forcément générer des contraintes de pression et de tension
tout au long de ta pratique. C'est pourquoi je te conseille de mettre en place des échauffements spécifiques en priorisant les zones qui ont tendance à te gêner lors de ton mouvement. Insiste également sur les muscles qui auraient du mal à s'activer. À la différence du squat, le deadlift commence par une phase concentrique, c'est-à-dire que tu commences dans une position où les muscles sont étirés. Premier objectif en deadlift, c'est de décoller la barre du sol. Souvent, la blessure arrive par souci d'ego, c'est-à-dire que t'es pas prêt pour lever une barre, tu as voulu mettre un peu plus lourd que ce qui était prévu, et puis sur cette barre-là, tu vas te déformer complètement, et là, tu te brises en deux. Néanmoins, l'avantage du deadlift, si t'es pas complètement bête, c'est que si tu te sens pas de tirer ta barre, tu la lâches, point barre. Par rapport au squat, où si tu sens pas ton mouvement mais que tu es déjà au milieu, la seule solution que tu as, c'est de t'échapper, ou par chance, tu as bien réglé tes sécurités, du coup, tu t'écrases pas comme une merde en bas. Un conseil que je vais te donner très souvent, c'est d'essayer de gérer l'intensité de tes séances en fonction de ton énergie. C'est pas l'idée de trouver des excuses pour éviter de faire tes séances trop intenses à chaque fois, mais c'est plutôt de te dire « Ok, j'ai pas d'influx nerveux, j'ai d'énormes courbatures, je suis fatigué ou j'ai mal quelque part, je fais pas le débile et je vais pas taper ma plus grosse séance de deadlift. » Un bon athlète, c'est un athlète qui dure, et un athlète qui dure, c'est un gars qui sait s'écouter et se ménager. Retiens qu'il faut que tu dures dans le temps. Le soulevé de terre roumain à la barre. Mouvement qui va rendre l'exercice plus axé hypertrophie car tu restes sous tension durant tout le mouvement. Ici l'objectif c'est d'accentuer la phase excentrique. Il n'y a pas de posée de poids au sol et tu vas chercher à maximiser la tension en chaîne postérieure, en ischio-fessier, donc à maximiser la flexion de hanche. Ce qui est très intéressant sur cet exercice, c'est que tu vas pouvoir gérer l'amplitude en fonction de ta mobilité et non plus démarrer du sol si tu n'en es pas capable. Sur cette variante, tu seras à la barre, ce qui facilite la mise en place car tu raques et déraques la charge depuis une cage à squat à la hauteur de tes hanches. Et le soulevé de terre roumain aux haltères, exercice similaire si ce n'est que tu vas pouvoir avoir le poids plus proche de toi, légèrement sur le côté de tes jambes et réduire un tout petit peu le levier pour ta colonne. Tu es également plus libre du positionnement de tes bras. Je te présente le soulevé de terre à la barre hexagonale. C'est un exercice qui va convenir à beaucoup plus de morphologie car il va permettre de deadlifter avec un buste plus droit grâce à la barre qui autorise une avancée libre du genou. De plus, le poids est déporté plus proche des hanches, ce qui limite le bras de levier pour la colonne. Comme tu peux le constater, le poids étant moins en avant des hanches par rapport à une barre olympique. La trajectoire du mouvement est beaucoup plus simple car la barre n'a plus allongé le tibia et le fémur pour rester sur une trajectoire verticale. Pour finir, on peut choisir d'opter pour un soulevé de terre avec un buste plus vertical pour accentuer le travail des quadriceps et limiter les contraintes pour la colonne, ou bien maximiser la flexion de hanche et accentuer le travail de la chaîne postérieure. En bref, il n'y a que des avantages à utiliser cette barre pour le deadlift. Dernière variante, le soulevé de terre roumain sur bell squat est la plus intéressante à mon sens car la plus facilitante pour l'hypertrophie. La trajectoire est guidée sur un axe très légèrement circulaire. Les gros points positifs, c'est qu'il va être facile de standardiser tes répétitions, car tu peux toucher les sécurités en position basse pour te donner un repère d'amplitude, et tu peux régler cette hauteur en rajoutant ou en enlevant des maillons à la chaîne. Il permet également une grosse stabilité du fait d'être guidé dans un axe. Pour finir, la mise en place est facilitée vu que les poids ne peuvent pas bouger. On termine avec les exercices sous-cotés malgré beaucoup d'avantages. Malheureusement, comme ils sont difficiles et qu'on ne peut pas faire d'ego lifting dessus, très peu de personnes s'en servent comme exercice de base. On retrouve donc les extensions de hanche sur banc à lombaire à 45 degrés, qui permet d'isoler la flexion-extension de la hanche et engendre un travail super intéressant de par l'angle que nous impose la machine. Le mouvement est toujours assez difficile, car le buste ne se retrouve jamais vertical lors de l'extension de la hanche. En revanche, tu peux constater qu'en fléchissant mes genoux en fin de course, mon buste est vertical, mais cela amène un petit travail de contraction en ischio supplémentaire. Sur le deadlift et les variantes de ce dernier, les derniers degrés d'extension de hanche sont très peu sollicités, contrairement aux exercices que je te présente qui apportent une solution à ce problème tout en conservant l'intérêt de l'étirement et améliorant la stabilité. Dans le même style, on va retrouver le GHD qui propose les mêmes intérêts que les extensions de hanche sur banc à lombaire à 45 degrés, avec des moments de force différents. La fin de l'extension de hanche à l'horizontale est plus difficile, mais la phase excentrique est plus facile. À choisir pour isoler l'extension de la hanche, je choisirais la variante à 45 degrés qui apporte un plus grand intérêt autant dans l'étirement que pour la contraction. Pour surcharger sur ces exercices, tu peux utiliser des poids, des élastiques ou encore une barre. Tu n'as sûrement jamais vu cette machine, c'est le Reverse Hyper, un des seuls exercices d'extension de hanche où les pieds ne vont pas être point fixe, mais en mouvement avec la charge loin des hanches. Il est extrêmement intéressant et permet même de décompresser la colonne, contrairement à l'immense majorité des autres exercices. Il permet un travail en chaîne ouverte qui reproduit à la perfection l'extension de la hanche. La surcharge progressive sur cette machine est infinie et progressive grâce aux épis très longs dont elle dispose. Bémol, elle est assez rare dans les salles françaises. Tu peux en revanche facilement la reproduire avec peu de matériel, mais tu ne pourras surcharger avec du poids malheureusement. Le hip thrust est un exercice intéressant car contrairement aux variantes de deadlift, il permet d'avoir une forte tension de contraction. Cependant, il n'apporte pas un grand intérêt pour la tension d'étirement. Deuxièmement, il supprime les contraintes de pression sur la colonne. Il permet de renforcer les fessiers et les ischio-jambiers sur la fin des extensions de hanche, dû à la petite amplitude de mouvement et à l'étirement assez faible de ses muscles. L'idéal serait d'avoir cette machine avec ceinture, peu importe la marque, pour ne pas te faire défoncer le pubis par la barre malgré les mousses et les tapis que tu peux
pourrais utiliser. Elle apporte également une plus grande amplitude que la variation à la barre, plus de stabilité et un meilleur pic de contraction en partie haute. Pour finir, comme tu peux le constater à l'image, la machine permet d'avoir une plus grande surface d'appui pour ta colonne et limite donc les pressions sur cette dernière. Le dernier exercice de ce top des exercices pour la chaîne postérieure, c'est la fente arrière. C'est un exercice qui permet d'obtenir un relais ischio-fessier quadriceps et c'est le seul qui permet ça dans ce top. Tu retrouves un étirement important des fessiers et plus partiellement des ischios dû au genou fléchi. En face concentrique, il y a une grosse contraction des fessiers en partie basse et plus tu remontes, plus le relais quadriceps prend le dessus. Si tu veux un exercice pour travailler ce relais, il est très intéressant. Sinon, il est moins optimisé chaîne postérieure que les autres, mais reste bon pour l'étirement fessier qu'il permet. Pour conclure, je te fais un petit retour sur mon expérience personnelle. Il y a peu, j'ai dû arrêter le deadlift à cause de l'émergence d'une hernie abdominale. Donc le deadlift, c'est un mouvement qui me passionne depuis un petit moment maintenant, ça doit faire 4-5 ans que je le pratique intensément. Et j'ai dû l'arrêter donc pour cette pathologie. Alors est-ce que c'est le deadlift qui me l'a fait apparaître ou est-ce qu'elle était déjà présente et c'est simplement la musculation en général qui a fait que petit à petit elle est sortie? J'en sais rien. J'ai pris la décision de stopper cet exercice parce que c'est l'un des exercices qui fait le plus augmenter la pression abdominale, notamment par la méthode Vasalva et l'utilisation de la ceinture. Tous ces facteurs-là ont fait que la pression abdominale a énormément augmenté pour ce mouvement. Malgré tout, j'avais l'objectif d'atteindre les 220 kg au deadlift, donc les 10 plaques de 20 kg. J'ai fait une croix dessus. Je travaille sur d'autres mouvements qui me font tout aussi plaisir. Voilà, c'est comme ça, hein. Des fois, tu as des objectifs, tu ne peux pas les atteindre. Tu trouves un autre chemin et qui te permet simplement de garder toujours ce truc en tête dans la performance, d'avoir un objectif à atteindre absolument. Alors rassure-toi, c'est pas parce que tu fais du deadlift ou un mouvement de force que tu vas avoir une hernie abdominale. C'est dû souvent à un mauvais maillage au niveau de ta sangle abdominale. Donc ça, c'est congénital. Après, le facteur qui fait que ça se déclenche, bien évidemment, c'est l'hyperpression. Donc ça peut être causé par la musculation, par les mouvements de force, par le travail de force, un maçon, un carreleur. Très souvent des pathologies qu'on va retrouver chez ces bonhommes qui viennent travailler toute leur vie dans des positions inconfortables et toute leur vie ils lèvent des charges et ils subissent des pressions. Du coup, je travaille plus le deadlift, mais je travaille quand même ma chaîne postérieure avec beaucoup d'exercices d'assistance. Donc notamment le Romanian deadlift, le hip thrust, des extensions de hanches sur GHD ou sur banc à lombaire et beaucoup d'exercices de leg curl pour renforcer mes ischios en flexion aussi. De toute façon, encore une fois, si ton objectif c'est de t'hypertrophier, retiens bien que le deadlift type traditionnel ou sumo mais exécuté qu'en phase concentrique, c'est-à-dire que tu ne retiens pas tes descentes, a très peu d'intérêt pour l'hypertrophie. Encore une fois, entraîne-toi en fonction de tes objectifs, mais si tu veux hypertrophier ta chaîne postérieure au maximum, réfère-toi à mon top 6 que tu retrouveras quelque part dans la vidéo. Pour conclure, ce que tu dois garder en tête, c'est que tout dépend toujours du contexte. Si tu as pour objectif la performance dans la discipline de l'haltérophilie, du strongman, du powerlifting ou du crossfit, mais que tu es désavantagé morphologiquement, tu connais maintenant les risques. Et tu devras donc mettre en place un gros travail de prévention en te renforçant le plus possible pour compenser tes levées désavantageux et limiter les risques pour avoir un deadlift compétitif. Ma vision, c'est qu'on est champion du monde et qu'on le devient en bonifiant ses qualités. Il existe toujours des anomalies, mais dans la grande majorité, un très bon lifter aura toujours des bons leviers. Pour conclure, je veux mettre en avant une de nos stars françaises du powerlifting, donc Panayotis Starinidis, je suis désolé si j'écorche son nom. Mais voilà, ce mec, il a battu un record d'Europe au total, en moins de 66 kg avec 692,5 kg, dont un deadlift à 277,5 kg. C'est donc en 2021 qu'il décroche l'or au championnat du monde avec ce total. Dernièrement, à l'entraînement, il a validé 3 répétitions à 280 kg au deadlift. Je vous laisse présager de ses futures performances. Tu peux constater qu'il a de longs bras, pas autant que notre cher Lamar Grant, mais il n'a pas encore battu ses 310 kg pour 60 kg de poids de corps. Lamar et Panayotis sont tous deux physiques assez similaires. Ils ont également un deadlift qui se ressemble. Tous deux dead avec une flexion de colonne assez importante. Donc Panayotis surtout avec une flexion thoracique, un peu moins au niveau lombaire, il essaie de conserver une lombaire assez droite, mais ça leur permet de réduire énormément leur levier et du coup d'être encore plus performant sur leurs mouvements. The Panache est un bourreau de travail, il est bon en biomécanique et il a su adapter au maximum ses mouvements à sa morphologie, qui le permet de le rendre extrêmement bon dans ses mouvements, autant en bench, donc en développé couché, qu'en squat ou qu'en deadlift. Malgré des leviers plutôt avantageux, une très bonne technique et des heures de pratique, il se blesse plutôt fréquemment parce qu'à ce niveau, la moindre petite erreur ou le surentraînement, et c'est la catastrophe. Il est très doué pour adapter ses séances malgré la blessure et donc maintenir un niveau de performance correct pour ne pas rater ses échéances. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de se blesser à 5-6 semaines d'une compétition, de varier, de créer des systèmes d'entraînement donc qui se rapprochent des mouvements de base pour pouvoir continuer à performer et ne surtout pas perdre dans l'axe dans lequel il doit performer. Bien évidemment, on parle d'un champion du monde. Je te conseillerais jamais de continuer à t'entraîner intensément sur une blessure, même en variant tous les axes que tu veux ou en trouvant les assistances qui te permettent de un peu moins sentir la douleur. Si tu es blessé, adapte ce que tu peux adapter, mais ne t'entraîne pas dans la douleur, quoi qu'il en soit. Maintenant, si tu cherches à avoir la plus grosse chaîne postérieure possible, je ne pense pas que le deadlift soit le meilleur mouvement
pour tous les facteurs limitants que je t'ai présentés au-dessus. Pour maximiser ton hypertrophie, retiens que tu dois trouver les exercices qui vont te permettre de stresser suffisamment les muscles que tu veux cibler et continuer à stresser ces mêmes muscles sur le long terme et donc augmenter ta charge ou ton volume dessus. Tu as maintenant toutes les clés pour choisir ton deadlift ou l'assistance qui te fera progresser en fonction de tes objectifs. Entraîne-toi bien, réfléchis à ce que tu fais. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon deadlift à toi. Pense à t'abonner et à activer la cloche si tu veux me soutenir. Merci à toi.